En fait, c'est juste sa famille. 5 mots. C'est tout. Pas de salutation, pas d'excuses, pas même un « papa » à la fin. Juste un message froid qui m'est parvenu alors que je me tenais à la porte 14 de l'aéroport, mon manteau plié sous un bras et une vieille boîte en velours sous l'autre. Le terminal continuait à fonctionner normalement autour de moi. Une femme riait fort au téléphone, traînant sa valise contre sa jambe. Un enfant tirait sur la manche de sa mère pour lui demander des bonbons. Le monde continuait à tourner, mais je ne pouvais pas bouger. Je fixais l'écran de mon téléphone, attendant que les mots changent d'eux-mêmes, espérant qu'il s'agissait d'une erreur. Mais le point indiquant que quelqu'un était en train de taper n'est jamais réapparu. Je m'appelle Andy, j'ai 58 ans et je viens de recevoir le pire message de ma vie de la part de mon propre fils. Je n'ai pas pleuré. J'avais envie de pleurer. J'avais la poitrine pleine d'eau et de verre, quelque chose qui bougeait et me transperçait à chaque respiration. Mais je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis assis lentement sur le banc en métal, lissant mon pantalon comme si j'avais encore un endroit où aller, comme si ma dignité n'avait pas fait ses valises et pris l'avion sans moi. J'ai payé mon propre billet, bien sûr. Personne ne me l'a demandé, mais je l'ai proposé, heureux d'être inclus, heureux de participer. J'ai acheté une nouvelle chemise, pas chère, mais soignée, bleu marine avec des boutons en nacre. J'ai emballé le voile que ma mère avait porté en 1947 et que mon ex-femme avait porté en 1972, en espérant que la fiancée de mon fils le trouverait joli. Je l'ai fait nettoyer, je l'ai plié dans du papier de soie et je l'ai noué avec un ruban. J'ai également apporté les cadeaux, un chèque plié dans l'enveloppe et un médaillon gravé avec leurs initiales. Tout cela était maintenant posé à côté de moi dans une valise fleurie à la poignée usée, comme une exposition muséale de l'effort gaspillé. Il savait que je venais, il savait que j'avais réservé le vol, l'hôtel, il savait que j'apportais le voile. Il a simplement attendu que j'atterrisse, que je sois arrivé à l'endroit où je venais pour lui. Puis il m'a effacé d'un message. J'ai rouvert le message, je l'ai relu comme si le ton pouvait se cacher quelque part dans l'espace blanc entre les lettres. Ce n'était pas le cas. C'était ce que c'était. J'ai fermé mon manteau et je me suis levé, me redressant plus que je ne le sentais. Peut-être que quelqu'un observait. Peut-être que l'univers observait. Et je n'allais pas le laisser me voir me briser. La file d'attente pour le taxi était courte. Le chauffeur, un jeune homme avec des tatouages qui remontaient le long de ses manches, m'a à peine regardé lorsque je lui ai donné le nom d'un hôtel que j'avais choisi parce qu'il semblait propre et calme. Il m'a demandé si j'étais en ville pour le mariage. J'ai souri timidement. Plus maintenant, ai-je répondu. Le trajet s'est déroulé en silence après cela. La ville défilait avec ses palmiers et son ciel parfait. Rien à voir avec le Minnesota. Trop lumineux pour un jour comme celui-ci. Trop beau pour correspondre au vide que je ressentais à l'intérieur. À l'hôtel, je me suis enregistré, j'ai donné un pourboire au porteur, même si je ne le faisais jamais d'habitude, et je suis resté dans ma chambre pendant longtemps, sans bouger. La fenêtre donnait sur un parking et une rangée de magasins avec une pharmacie et un glacier. Ce n'était pas la vue que j'avais imaginée en réservant. J'ai d'abord déballé le voile, le posant délicatement sur le lit comme si c'était un objet fragile. Puis le médaillon, puis la carte. J'ai tout aligné comme les preuves d'une affaire que personne ne poursuivrait. Puis je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre et j'ai regardé. Il n'a pas toujours été comme ça. C'est ça le problème. Il pleurait quand je le laissais à la maternelle. Il dessinait des maisons avec moi à l'intérieur et des cœurs au plafond. Il s'asseyait à côté de moi pendant que j'épluchais des pommes pour la tarte et me demandait comment fonctionnait le soleil. Je pensais, je ne sais pas ce que je pensais, que les mariages étaient faits pour la famille, que les parents comptaient, que rester éveillé avec lui quand il avait la varicelle signifiait quelque chose, même maintenant, que peut-être il voulait que je reste derrière lui ce jour-là, silencieux, avec amour. Au lieu de cela, il m'a effacé. Et pourtant, je n'ai pas pleuré. Je suis resté assis tranquillement jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et que les enseignes lumineuses de l'autre côté de la rue s'allument. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers le bureau, j'ai pris le bloc-notes et le stylo à côté du téléphone, et j'ai commencé à rédiger une liste. Il y avait 2 choses, annuler le transfert à James, c'est son nom, et appeler Margaret. Margaret est mon avocate. Si vous aimez cette histoire d'un père qui a découvert ce que signifie être rejeté par son propre fils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite n'était que le début d'une leçon que James n'oubliera jamais. J'ai replié le voile sur le cercueil d'une dernière fois. Mais au lieu de larmes, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Parce que si je n'avais plus ma place à sa table, je n'aurais plus à payer le banquet. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas profondément. Le lit était trop dur, les draps trop blancs. Je suis resté allongé sur le côté, regardant les ombres bouger au plafond, la télévision silencieuse dans le coin.
J'ai continué à attendre un autre message, un ajout, une explication, mais mon téléphone est resté silencieux sur la table de chevet, l'écran noir. Le matin, j'avais pris ma décision. J'ai appelé la réception et demandé le numéro d'un cabinet d'avocat local. L'homme au téléphone m'a donné 3 options, d'une voix enjouée, comme les réceptionnistes d'hôtel sont formés à le faire. Je l'ai remercié et j'ai choisi le 2e numéro de la liste, simplement parce qu'il semblait correspondre au type de cabinet qui ne raccroche pas au nez d'un homme plus âgé. Il pouvait me recevoir dans l'après-midi. J'ai confirmé l'heure, je me suis habillé avec soin et j'ai remis le voile dans la boîte une dernière fois. Je l'ai laissé sur la table de chevet avec un mot, ne pas déranger. Je reviens bientôt. Mais je n'ai pas emporté l'enveloppe contenant le cadeau avec moi. Je l'ai mise directement dans mon sac. Je n'avais pas encore décidé quoi en faire. James n'a pas toujours été cruel. Quand il était enfant, il dessinait notre famille, juste nous deux après la mort de Sarah, et il me dessinait toujours plus grand que lui, comme si j'étais un géant protecteur. Il disait que quand il serait grand, il achèterait une maison assez grande pour que nous puissions vivre ensemble pour toujours. Mais l'université a changé quelque chose en lui. Ou peut-être que la vie a changé. Je ne lui en veux pas d'avoir grandi. Je lui en veux d'avoir tourné le dos. Quand Sarah est morte, d'un cancer, il y a 19 ans, James est rentré à la maison pour les funérailles. Il m'a tenu la main tout le temps, il a pleuré plus que moi. Il est resté 3 jours et nous avons cuisiné, ri et évoqué des souvenirs. Puis il est reparti. Et à chaque visite qui a suivi, quelque chose s'est fermé en lui. Je me suis marié trop vite après l'université, j'ai déménagé dans l'Ouest, j'ai trouvé un emploi, une maison, un nouveau cercle d'amis. Il a cessé de me rappeler, m'envoyait des cartes de vœux à Noël au lieu de venir à la maison. Et quand je lui proposais mon aide, il acceptait, mais toujours avec une sorte de silence, comme s'il me faisait une faveur en acceptant. Le cabinet d'avocat était situé dans un immeuble beige à côté d'une laverie. Il n'avait rien d'impressionnant, mais la femme qui m'a accueilli dans la salle d'attente avait les cheveux argentés et le regard franc qui m'inspirait confiance. « Monsieur Whitney, a-t-elle dit, je m'appelle Anne. Je dois mettre à jour mon testament, ai-je dit sans préambule. Et créer un fonds fiduciaire. » Anne acquiesça sans demander pourquoi. Elle me conduisit dans son bureau et me servit un verre d'eau. Je l'aimais déjà bien. « Je veux retirer mon fils, James Whitney, comme bénéficiaire, dis-je. Complètement. Et je veux que tout revienne à ma petite fille. » Elle haussa légèrement un sourcil. « Puis-je vous demander pourquoi ? » « Parce qu'elle est la seule à ne m'avoir jamais menti, répondis-je. Et parce que je ne vais pas laisser le travail de toute ma vie à un homme qui efface sa propre mère comme si elle était un spam. Anne ne réagit ni avec surprise ni avec compassion. Elle prit simplement des notes. « Votre petite fille a-t-elle un tuteur légal ? Elle a 18 ans, elle est en première année à l'université. Elle est brillante. »« Alors c'est simple, dit-elle. Nous allons rédiger un testament et créer un fonds fiduciaire à vie. Avez-vous des conditions particulières ? » « Oui, répondis-je. Elle ne doit pas toucher un centime avant l'âge de 25 ans, sauf pour ses études, ses soins médicaux ou l'achat de sa première maison. Très raisonnable. Elle est gentille, intelligente, mais jeune. Je veux l'aider, pas la ruiner. Anne m'a regardé et m'a souri. Vous ne ruinez personne, monsieur Whitney. Vous rétablissez l'équilibre. Cela prit 2 heures. Quand je partis, j'avais un dossier avec des copies et une carte de visite. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne ressentais rien. Juste calme, comme si j'avais enfin cessé d'attendre que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il fallait. De retour à l'hôtel, le soleil commençait à se coucher à nouveau. Encore un ciel californien parfait. Je me suis assis dans le même fauteuil près de la fenêtre, mais quelque chose avait changé. Le voile était toujours sur la table de chevet. Je ne l'ai pas déplacé. À la place, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à ma petite fille, Clara. « Ma chérie, es-tu libre pour déjeuner demain ?» Elle a répondu en 2 minutes. « Bien sûr, grand-père. Où est-ce qu'on se retrouve ?» Et tout à coup, je n'étais plus désinvité de tout. Seulement d'un mariage. Clara avait les yeux de son père. C'était toujours la première chose que les gens remarquaient. Espacé, sombre, pensif. Mais alors que les siens étaient devenus prudents avec l'âge, les siens étaient ouverts, interrogateurs, le genre d'yeux qui attendent des réponses plutôt que de fermer les questions. Elle m'a trouvé dans un petit café à 3 pâtés de maison de l'hôtel, vêtue d'un jean et d'un chemisier blanc, les cheveux tirés en queue de cheval comme quand elle avait 10 ans. Elle m'a serré dans ses bras dès qu'elle m'a vu. « Tu es magnifique », m'a-t-elle dit. J'ai failli répondre « Ne mens pas », mais je me suis retenu. Laissez parler. La laisser croire ce qu'elle voulait. J'avais passé trop d'années à rejeter la gentillesse comme si elle avait une date de péremption.
Nous avons commandé des sandwichs et du thé glacé, puis elle s'est penchée vers moi et m'a demandé à voix basse. « Grand-père, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai pris une longue gorgée de thé. « Ton père a décidé que je n'étais pas invité, c'est tout. » Elle a froncé les sourcils. « Mais il a dit que tu ne te sentais pas bien, que tu ne prendrais peut-être pas l'avion. » J'ai souri tristement. « Il a dit ça? C'est gentil de sa part. » Elle baissa les yeux, jouant avec la paille. Il n'a pas dit grand-chose, en fait, juste que le mariage serait intime, qu'il n'y aurait principalement que sa famille. « Eh bien, ça, c'est vrai, » dis-je. C'était toute sa famille, c'était prévu comme ça. Elle leva les yeux, le visage tendu, partagé entre l'inquiétude et la honte. Il n'aurait pas dû faire ça. Non, ai-je répondu doucement. Il n'aurait pas dû. Je ne lui ai pas dit comment je m'étais senti à l'aéroport, comment mes genoux s'étaient mis à trembler en lisant ce message. Je ne lui ai pas décrit le silence dans la chambre, le poids du voile familial encore plié dans sa boîte. Certaines choses ne devaient pas être portées par des petits-enfants. « Je peux te demander quelque chose » a dit Clara. « Que s'est-il passé entre vous deux, toi et papa ?» Je me suis adossé, la question s'enfonçant profondément en moi. Que s'est-il passé? Comme s'il s'agissait d'une seule chose, d'un moment unique, d'une fracture nette. Mais ce n'était pas le cas. C'était 1000 petites choses au fil des ans, comme rester immobile dans l'océan et réaliser lentement que la marée vous entraîne vers le large. Il a changé, ai-je fini par dire. L'université l'a changé. Ou peut-être que la vie l'a changé. Je ne lui en veux pas d'avoir grandi. Je lui en veux d'avoir tourné le dos. Clara n'a rien dit. Elle a juste écouté. Cela signifiait déjà plus qu'elle ne pouvait le savoir. Quand ta mère est morte, ai-je dit, James est venu à la maison pour les funérailles. Il m'a tenu la main tout le temps, il a pleuré plus que moi. Il est resté 3 jours et nous avons cuisiné, ri et évoqué des souvenirs. Puis il est parti. Et à chaque visite après celle-là, quelque chose s'est fermé en lui. Je pris mon sandwich, mais je n'y touchais pas. Il s'est marié rapidement, a déménagé dans l'Ouest, a trouvé un emploi, une maison, un nouveau cercle d'amis. Il a cessé de rappeler, envoyait des cartes cadeaux à Noël au lieu de venir à la maison. Et quand je lui proposais mon aide, il acceptait, mais toujours avec une sorte de silence, comme s'il me faisait une faveur en acceptant. Clara était silencieuse. Il t'a dit pourquoi? Non, mais je le savais. Tu savais quoi? J'ai hésité. Que je lui faisais honte. J'étais prof dans une école publique, rien de glamour, rien de raffiné. Je portais des cardigans aux boutons décousus et j'apportais des salades de gelée aux fêtes. La famille de sa femme, eh bien, ils viennent d'une famille aisée. Ils parlent d'une certaine manière, s'habillent d'une certaine manière. Je ne me suis jamais intégré. Mais ce n'est pas une excuse. Non, ai-je répondu en haussant les épaules. Mais les gens n'ont pas besoin d'excuses pour vous abandonner. Ils ont juste besoin de commodité. Clara semblait sur le point de pleurer, mais elle ne pleura pas. Elle avait ma structure osseuse. Je le voyais à son menton. « Je veux que tu saches quelque chose, » lui dis-je. « Je ne te raconte pas ça pour te pousser à choisir ton camp. Je te le raconte parce que personne d'autre ne le fera, parce que c'est la vérité. Et parce que je veux que tu comprennes que ce que ton père m'a fait n'a rien à voir avec qui tu es ou qui tu deviendras. » Elle acquiesça lentement. « Merci de m'avoir dit ça. » Je pris dans mon sac l'enveloppe que j'avais apportée pour son père et sa fiancée. À l'intérieur se trouvait le médaillon, pas le chèque qui avait déjà été réacheminé. J'ai apporté ça pour le mariage, ai-je dit. Mais je pense que c'est pour toi. Elle l'ouvrit avec précaution. Le médaillon était petit et doré, gravé de délicates initiales. CW et AW. Clara Whitney et Andy Whitney, mon nom complet, Andrew. Elle cligna rapidement des yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis juste que tu vas le garder, lui ai-je dit. Je le garderai. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le chèque allait être versé sur un fonds fiduciaire, que le voile retournerait dans l'armoire et que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Parce que parfois, quand on perd un enfant, on découvre qu'on avait une petite fille depuis toujours. Et cela suffit pour reconstruire sa vie. Je suis retourné dans la chambre et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à faire des calculs. Pas sur l'ordinateur, pas sur une calculatrice, mais à la main, avec un stylo, comme au bon vieux temps où j'enseignais les mathématiques à des élèves de 3e. J'ai commencé par 2003. Un chèque de 12 000 $ pour le premier appartement de James et sa femme. C'est temporaire, papa, juste le temps de nous installer. Ils ont déménagé 1 an plus tard dans un appartement que ses beaux-parents les ont aidés à financer. Personne n'a mentionné ma part. 2005.
$7 800 pour rembourser des cartes de crédit. Il avait perdu son emploi, il disait que les factures s'accumulaient. Je me souviens m'être assis à ma table de cuisine, lisant son email 2 fois avant d'appeler la banque. 2007, Clara est née. J'ai proposé d'ouvrir un compte épargne pour ses études. Il a dit que c'était trop tôt, qu'il mettrait quelque chose de côté. Ils ne l'ont jamais fait. À la place, le dossier que je constituais mentalement contenait des reçus de couches, de poussettes, une facture d'hôpital qui n'avait pas été prise en charge par l'assurance. 2011, ligament du genou rompu. Il n'avait pas assez de congé maladie, il a dit que la franchise de l'assurance était élevée. $2300. Je lui ai transféré le jour même. 2015, la voiture est tombée en panne. Pas la voiture chic que conduisait sa femme, mais la plus vieille, pour faire les courses. J'ai payé les réparations. $1200. 1 an plus tard, le toit a fui. Il a appelé au milieu de la nuit, d'une voix précipitée, basse, comme s'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. « Papa, je déteste te demander, mais… » Il ne détestait pas. J'ai transféré $8000 ce matin-là. Au total, mes comptes affichaient $57 000 sur 20 ans. Sans compter les cadeaux, sans compter les vols pour leur rendre visite. Sans compter les courses que je faisais au supermarché quand ils étaient à court d'argent ce mois-là. Sans compter le manteau que j'ai acheté à Clara chaque hiver jusqu'à ses 17 ans. Sans compter le nouvel ordinateur portable que je lui ai envoyé quand il m'a dit que le sien était cassé. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. S'il avait dit merci, s'il m'avait regardé dans les yeux et m'avait appelé juste pour discuter, ça aurait été équilibré. Mais à un moment donné, cela a cessé d'être une aide et est devenu une attente. Un impôt silencieux sur la paternité. Je n'ai pas remarqué le changement au début. Les 5 premières années, chaque dollar semblait être une étreinte à distance. Mais finalement, les appels ne venaient plus que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Et la chaleur s'est dissipée. Les cadeaux n'étaient plus mentionnés. Les dépôts n'étaient pas reconnus. L'année dernière, pour son anniversaire, je lui ai envoyé un chèque. Juste un geste. Il l'a encaissé le lendemain. Il n'a pas appelé. Le dernier document dans mon dossier mental datait de 4 mois. Un virement de $3000 pour frais divers avant le mariage. Fleurs, dépôts, tout ce dont elle aurait besoin, avait-il dit. Je l'ai envoyé cet après-midi-là. Bien sûr que je l'ai envoyé. J'étais impatient d'être inclus. Impatient d'être invité. C'est drôle comme j'ai payé cher pour être désinvité. J'ai rangé les factures dans le tiroir de la table de chevet et je me suis dirigé vers la fenêtre. La nuit californienne était claire, sans nuages, les étoiles étaient visibles même avec les lumières de la ville. Dans le Minnesota, à cette époque de l'année, il faisait déjà assez froid pour voir son souffle. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Margaret, mon avocate. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Andy, il est tard pour appeler. J'ai besoin d'une autre chose, ai-je dit. Je veux révoquer sa procuration également. Et lui retirer l'accès au coffre-fort à la banque. Il y eut un silence. Je peux m'en occuper demain. Tu veux me dire ce qui s'est passé? Il m'a appris que l'amour ne paie pas les factures, ai-je répondu. Alors j'ai arrêté de payer les siennes. Margaret rit doucement. Enfin, je vais préparer les papiers. Après avoir raccroché, je m'assis sur le lit et regardai la boîte contenant le voile. Ma mère l'avait porté lorsqu'elle avait épousé mon père en 1947, dans une petite église de Duluth. Elle avait 17 ans, lui 19. Ils sont restés ensemble pendant 52 ans, jusqu'à ce qu'elle décède d'une pneumonie, lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Sarah l'avait porté lorsque nous nous sommes mariés en 1972. Elle était radieuse, nerveuse, et riait lorsque le voile s'était coincé dans la porte de l'église. Nous sommes restés mariés pendant 15 ans, jusqu'à ce que le cancer l'emporte à son tour. Je me suis dit que ce serait joli si cela restait dans la famille. Quelque chose qui se transmet de génération en génération, des femmes qui sont restées, qui ont travaillé, qui ont aimé obstinément. Maintenant, il était là, dans une boîte, dans une chambre d'hôtel, attendant une mariée qui ne saurait jamais qu'il avait existé. Mon téléphone a sonné. Un message de Clara. Grand-père, papa a l'air bizarre aujourd'hui. Tu es sûr que tout va bien? Je lui ai répondu, tout va bien, ma chérie. À demain. Elle a répondu avec un cœur. Et c'est là que j'ai compris quelque chose. James avait pu me rayer de sa vie, il avait pu choisir sa nouvelle famille plutôt que l'ancienne. Mais Clara était toujours là. Elle m'appelait encore grand-père. Elle voulait toujours me voir. Peut-être que je n'avais pas perdu toute ma famille. Peut-être que j'avais simplement découvert quelle partie comptait vraiment. J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai sorti la photo que j'avais toujours sur moi. James a 5 ans,
souriant sans dents, me serrant dans ses bras après un match de baseball. Nous étions tous les deux couverts de poussière, heureux. Il avait été un bon garçon autrefois. Et j'avais été un bon père. Mais certaines personnes grandissent loin de l'amour, pas vers lui. Et quand cela arrive, vous pouvez continuer à courir après, à supplier pour des miettes, ou vous pouvez vous arrêter, vous redresser et vous rappeler que vous avez aussi de la valeur. J'ai remis la photo dans mon portefeuille. Demain, ce serait le mariage. James serait magnifique dans son smoking, souriant aux caméras, posant avec sa nouvelle famille. Et je ne serais pas là. Mais pour la première fois depuis des années, cela ne semblait pas être une perte. Cela semblait être une libération. Et si James remarquait que les virements avaient cessé d'arriver, s'il appelait pour demander où était son paiement mensuel, je n'aurais que 5 mots à lui dire. Les mêmes 5 mots qu'il m'avait dit, en fait, c'est juste ma famille. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Ce n'était pas le sommeil agité de quelqu'un qui fuit quelque chose, mais le repos profond de quelqu'un qui a enfin cessé de courir après l'approbation des autres. Je me suis réveillé à 7 heures du matin, heure du Minnesota, et je me suis senti plus reposé que je ne l'avais été depuis des années. J'ai fait du café dans la minuscule cafétéria de l'hôtel et je me suis assis avec mon ordinateur portable. Pas pour pleurer sur le passé, mais pour comprendre pleinement le présent. J'ai ouvert les réseaux sociaux de James pour la première fois depuis des années. Pas par nostalgie, mais par stratégie. Les photos racontaient une histoire intéressante. Son appartement n'était plus un appartement, c'était une maison, grande, avec des finitions coûteuses. Sa femme, Rebecca, publiait constamment des photos, des dîners dans des restaurants qui coûtaient plus cher que mon salaire de professeur en une semaine, des voyages à Napa Valley, Aspen, Miami. Un yacht, bon sang. Et sur chacune de ces publications, toujours la même légende, je suis reconnaissante à mon mari pour la vie qu'il m'offre. La vie que mon mari lui offrait, avec l'argent que je lui envoyais chaque mois. J'ai cliqué sur la page de sa famille. Rebecca Thompson-Whitney, fille du docteur Edmund Thompson, chirurgien plasticien, et de Catherine Thompson, philanthrope. La famille avait de l'argent, c'était vrai. Mais en parcourant les publications, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Ils avaient de l'argent ancien, investi, conservateur. Pas d'argent liquide pour financer le style de vie que Rebecca affichait. James finançait le mariage de rêve et la lune de miel de 6 semaines en Europe avec mon argent. Il impressionnait ses beaux-parents riches avec une générosité qui venait de ma poche. J'ai tout noté. Les dates, les montants quand je pouvais les estimer, les habitudes. Pas par colère, mais pour y voir plus clair. J'ai ensuite appelé mon comptable, Gérald, à Minneapolis. Andy, ça va? Il est tôt pour t'appeler. Gérald, j'ai besoin d'un service. Je veux un rapport complet de tous les virements que j'ai effectués à James au cours des 5 dernières années. Montant, date, description. Tout. Pause. Pour des raisons fiscales. Pour des raisons de dignité. Je comprends. Je vous l'envoie par email dans 1 heure. En attendant, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé l'école où je travaille depuis 23 ans et j'ai parlé à Joanne, la secrétaire. Andy, comment se passent tes vacances en Californie? Comment était le mariage? Joanne, tu te souviens de cet élève que j'avais il y a environ 15 ans? Kevin Morrison? Celui qui est devenu avocat? Bien sûr, il envoie toujours des cartes de Noël. Tu as ses coordonnées? Oui. Mais Andy, tu ne me réponds pas. Comment était le mariage? J'ai pris une grande inspiration. Le mariage était révélateur. Tu peux me donner les coordonnées de Kevin? 1 heure plus tard, j'avais 2 emails. L'un de Gérald avec un rapport détaillé qui m'a retourné l'estomac. 62 000 $ en 5 ans, et non 57 comme je l'avais calculé. Et un autre de Kevin Morrison, désormais associé dans un cabinet à Chicago, disant qu'il serait ravi de discuter avec son professeur préféré. J'ai appelé Kevin cet après-midi-là. Professeur Whitney. Quelle merveilleuse surprise. Kevin, j'ai besoin d'une consultation. Informelle pour l'instant. Il s'agit d'un cas disons de négligence familiale. Je lui ai raconté toute l'histoire. Je n'ai pas dramatisé, je n'ai pas cherché à susciter la pitié. Juste les faits, 20 ans de soutien financier, l'éloignement progressif, l'humiliation à l'aéroport. Kevin a écouté en silence. Professeur, avez-vous un droit légal à un remboursement? Probablement pas. Techniquement, il s'agissait de dons. Mais avez-vous un droit moral à la dignité? Absolument. Que feriez-vous, Kevin? Je documenterai tout. Et j'attendrai. Attendriez-vous quoi? J'attendrai qu'il se rende compte que la source s'est tarie.
Et j'appellerai. Et s'il appelle? Alors vous décidez si vous voulez avoir une conversation sur le respect, ou laisser le silence parler pour vous. Après avoir accroché, je me suis assis à la fenêtre de l'hôtel en regardant la ville où mon fils célébrait le mariage le plus cher de sa vie, payé avec de l'argent qu'il n'a jamais remercié. Si vous suivez l'histoire d'un père qui a découvert qu'être généreux n'est pas synonyme d'être respecté, abonnez-vous à la chaîne, car ce que James a fait lorsqu'il a découvert que le robinet avait été fermé va vous surprendre. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une deuxième lettre. Pas à James cette fois, mais à Rebecca. Chère Rebecca, félicitations pour ton mariage. J'espère que tu seras très heureuse. En tant que père de James, j'aimerais que tu saches que j'ai contribué de manière significative au style de vie dont vous profitez. 62 000 $ au cours des dernières années, pour être exact. Les paiements pour la voiture, les réparations de la maison, les urgences qui sont devenues courantes, et bien sûr, la cérémonie d'aujourd'hui. Je ne te demande ni remboursement ni gratitude. Je pensais simplement que tu devais savoir d'où venait l'argent qui finance tes publications Instagram sur la vie que mon mari m'offre. Parce que, ma chérie, une grande partie de cette vie vient d'un professeur à la retraite du Minnesota que James a pensé pouvoir traiter comme un distributeur automatique silencieux. Tout cela prend fin aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bonheur possible, Andy Whitney. Je ne l'ai pas envoyé. Du moins, pas encore. Mais écrire m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. Mon téléphone a sonné. Clara. Grand-père. Papa est bizarre. Il a appelé 3 fois aujourd'hui pour demander si tu allais bien, si tu avais dit quelque chose d'étrange hier. Intéressant. Il était donc inquiet. Qu'est-ce que tu lui as dit, ma chérie? Je lui ai dit que tu avais l'air bien, que nous avions parlé de l'université et de livres. Pourquoi? J'aurais dû dire autre chose? Non, ma chérie. Tu as dit exactement ce qu'il fallait dire. Mais tandis que Clara continuait à parler des préparatifs du mariage, du caractère un peu bizarre de la famille de Rebecca, de son propre sentiment de ne pas être à sa place, je pris conscience de quelque chose. James ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait de ce que j'avais pu dire à Clara. Il s'inquiétait que sa version de l'histoire, que je ne me sentais pas bien pour voyager, puisse être confrontée à la vérité. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le genre d'homme que mon fils était devenu. Pas seulement quelqu'un qui exclut son père de son mariage, mais quelqu'un qui ment à sa propre fille pour couvrir sa cruauté. Ce soir-là, j'ai fini de rassembler tous les documents. Les virements, les emails, les messages, même les captures d'écran de leurs publications Instagram montrant le style de vie que je leur offrais. Tout était classé par ordre chronologique, daté, vérifiable. Ce n'était pas pour un tribunal. C'était pour le moment inévitable où James se rendrait compte que l'argent avait cessé d'arriver et voudrait savoir pourquoi. Et quand ce moment arriverait, pas si, mais quand, je serais prêt. Car la différence entre un homme désespéré et un homme préparé est simple. L'un supplie, l'autre choisit. Et après 20 ans passés à supplier mon propre fils pour quelques miettes d'affection, j'avais enfin choisi d'arrêter. La question n'était plus de savoir si James s'en rendrait compte. La question était, que ferait-il quand il s'en rendrait compte? Et plus important encore, serait-il trop tard pour réparer ce qui avait été brisé, ou allait-il redoubler d'arrogance? Car demain matin, alors qu'il se réveillerait en homme marié, je me réveillerais en homme libre. Et cette liberté, je l'avais découvert, avait un prix que James ne savait pas encore qu'il allait devoir payer. Le mariage eut lieu un samedi matin. Je le savais parce que Clara l'avait mentionné sans s'en rendre compte. Je n'y suis pas allé, bien sûr, mais à 10 heures, heure de la cérémonie, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé la banque. Je dois annuler l'autorisation de prélèvement automatique qui est effectuée tous les 15 du mois. Ai-je dit à Amanda, la responsable qui me connaissait depuis des années. Celle de 850 $ pour James Whitney? Oui, celle-là. Puis-je vous demander la raison, monsieur Whitney? C'est juste pour nos dossiers. Changement de situation familiale, ai-je répondu. Permanent. À 2 heures de l'après-midi, j'ai passé le deuxième coup de fil. À la société émettrice de la carte de crédit dont James était l'utilisateur autorisé depuis 5 ans. Je souhaite supprimer James Whitney comme utilisateur autorisé et annuler sa carte immédiatement. Monsieur Whitney, je vois ici qu'il y a un achat en attente de 3 000 $ effectué hier soir. Quelque chose concernant une fleuriste et la décoration pour un événement. Les fleurs du mariage. Payé avec ma carte à la dernière minute. Annuler la carte immédiatement, ai-je dit. Et contester cet achat. À 4 heures de l'après-midi, 3e appel. Au concessionnaire où James a financé la voiture de sa femme l'année dernière, en me désignant comme garant. Je dois retirer ma garantie du financement. Monsieur Whitney,
Cela nécessitera le règlement immédiat du solde dû. Voulez-vous que je calcule le montant? Calculez. 27 400 $, monsieur. Parfait. Ils ont 48 heures pour payer, sinon vous reprenez le véhicule. James n'a pas appelé samedi, ni dimanche. J'imagine qu'il était trop occupé par sa lune de miel pour vérifier ses comptes. Ou peut-être que Rebecca le distrayait avec des projets pour les 6 prochains mois de voyage payés avec, eh bien, de l'argent qui n'existait plus. Le premier appel est arrivé le lundi à 6 heures du matin, heure de Californie. 3 heures plus tard pour moi. Papa. Sa voix était tendue, contrôlée. Je dois te parler. Bonjour, James. Comment s'est passée la lune de miel? Papa, qu'est-il arrivé au virement? La banque dit que tu les as annulés. Je les ai annulés. Long silence. Puis, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a plus que ma famille maintenant. Un autre silence. Plus long. Je pouvais l'entendre respirer, digérer la nouvelle. Papa, je ne comprends pas. Tu es en colère à cause du mariage? Je t'ai expliqué que c'était la décision de Rebecca, pas la mienne. Sa famille est très stricte sur ce genre de choses. James, ai-je dit calmement, tu m'as envoyé un message de 5 mots pour me désinviter de ton mariage alors que j'étais à l'aéroport. Ce n'était pas Rebecca. C'était toi. Papa, tu exagères. C'était juste. 62 000 $, James. Quoi? 62 000 $ au cours des 5 dernières années. J'ai le tableau devant moi. Tu veux que je te lise les montants individuels ou tu préfères le total des 20 dernières années? Il n'a pas répondu. J'ai également annulé ton autorisation sur ma carte de crédit. Ai-je poursuivi? Et j'ai retiré ma garantie pour le financement de la voiture de Rebecca. Ah, et j'ai réécrit mon testament. Clara est désormais l'unique bénéficiaire. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Mais papa, nous dépendons de cette aide. Tu le sais bien. Vous en dépendez? J'ai ri, sans humour. James, vous avez dépensé 3 000 $ rien que pour les fleurs du mariage. Sur ma carte. Rebecca poste des photos de dîner qui coûtent plus cher que mon salaire hebdomadaire quand j'étais professeur. Vous ne dépendez pas de mon aide. Vous dépendez de mon silence. Ce n'est pas comme ça que... C'est exactement comme ça que ça marche. Vous menez un train de vie que vous ne pouvez pas vous permettre avec mon argent, tout en me traitant comme si j'étais un fardeau. Comme si j'étais trop embarrassant pour être à votre mariage. Sa voix est devenue plus aiguë, plus désespérée. Papa, s'il te plaît. On peut en parler. Quand tu rentreras à la maison. Je suis déjà rentré à la maison, James. Et on en a déjà parlé. Papa, attends. La voiture. Tu as dit que... 48 heures. Il en est à 47. Et j'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Je n'ai pas répondu. Il a sonné 5 fois de plus au cours des 10 minutes suivantes. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai reçu une série de messages. Papa, réponds au téléphone. S'il te plaît, nous devons régler ça. Tu ne peux pas être sérieux au sujet du testament. Rebecca est en larmes. Elle ne comprend pas. Réponds au téléphone. J'ai tout effacé sans répondre. Le mardi, Clara m'a appelé. Grand-père, papa a appelé en pleurant. Il a dit que vous vous étiez disputés et que tu avais coupé toute aide financière. C'est vrai, ma chérie. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu au sujet du mariage. Que tu avais mal interprété un message. J'ai ri doucement. Clara, je peux te poser une question? Bien sûr. Le jour où nous avons déjeuné, tu m'as dit que ton père avait dit que je ne me sentais pas bien pour voyager. Tu t'en souviens? Oui. Mais j'étais là, n'est-ce pas? J'ai pris l'avion. Je suis resté à l'hôtel. Nous avons déjeuné ensemble. Long silence. Grand-père, il m'a menti. Oui, ma chérie. Il t'a menti. Il m'a menti pour cacher qu'il ne t'avait pas invité. C'est exact. Nouvelle pause. Grand-père, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais. Tu n'avais pas à le savoir, Clara. Ce n'était pas ta responsabilité. Mais maintenant que tu le sais, tu dois décider si tu veux continuer à être complice de ces mensonges ou si tu veux faire partie de la vérité. Le mercredi, James a tenté une approche différente. Il a appelé à 23 heures, pensant probablement que je serais trop fatigué pour rester ferme. Papa, c'est moi. Ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai attendu. Papa, j'ai fait une erreur. Je le sais. À propos du mariage, à propos de tout.
Mais me couper les vivres comme ça, ce n'est pas seulement me punir. Tu punis Rebecca aussi. Elle n'a rien fait de mal. James, ai-je dit calmement. Rebecca a posté hier une photo de vous deux dans le restaurant le plus cher de San Francisco avec la légende « reconnaissante pour la vie que mon mari m'offre ». Avec l'argent que je te donne. J'ai réglé l'addition de ce dîner avec ma carte. 470 $. Pendant que je mangeais un sandwich au thon à la maison. Papa, on peut changer ça. On peut faire plus attention. James, tu as 35 ans. Tu ne devrais pas avoir à faire attention à l'argent de ton père. Tu devrais avoir le tien. Tu sais bien que mon salaire ne couvre pas. Il ne couvre pas quoi? L'hypothèque de ta maison à 1 demi-million? La voiture de luxe de ta femme? Les vacances à tout bout de champ? James, ton salaire ne couvre pas le style de vie que vous avez choisi. Ce n'est pas mon problème. Alors c'est ça? 20 ans de relation. Ça se termine comme ça? James, ai-je dit, et ma voix était plus calme que je ne le ressentais, notre relation a pris fin au moment où tu as tapé. En fait, c'est juste sa famille. Il m'a juste fallu 20 ans pour m'en rendre compte. Et pour la deuxième fois cette semaine-là, je lui ai raccroché au nez. Le jeudi, le concessionnaire a appelé. Monsieur Whitney, juste pour confirmer. Le véhicule a été récupéré ce matin. Le solde impayé a été réglé grâce à la vente. Mais il y aura une différence d'environ 3 000 $ que vous n'aurez pas à couvrir, car la valeur de revente a dépassé les prévisions. Merci de m'avoir prévenu. Je vous en prie, monsieur. Et, je peux vous dire quelque chose? En 30 ans dans ce métier, je n'ai jamais vu quelqu'un garder son sang-froid comme vous pendant cette procédure. La plupart des garants sont très nerveux. Il n'y a pas de quoi être nerveux, ai-je répondu. Ce ne sont que les conséquences qui arrivent à leur terme. Ce soir-là, mon téléphone a sonné une dernière fois. C'était Clara. Grand-père, je dois te dire quelque chose. Qu'y a-t-il, ma chérie? Papa est venu ici aujourd'hui. À mon université. Il était différent. Désespéré. Il m'a demandé si je savais comment te faire changer d'avis au sujet du testament. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que je n'avais rien à voir là-dedans. Et que peut-être, s'il m'avait dit la vérité dès le début, j'aurais pu l'aider. Mais que me mentir était la pire chose qu'il pouvait faire. Et comment a-t-il réagi? Il a pleuré, grand-père. Il a vraiment pleuré. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il était allé aussi loin, qu'il ne s'était pas rendu compte de la façon dont il te traitait. J'ai pris une profonde inspiration. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense qu'il réalise enfin le prix de ses choix. Et je pense que c'est une question de temps. C'était exactement ça. Après avoir payé pendant 20 ans pour les choix de mon fils, il était enfin temps pour lui de payer pour les siens. Et pendant qu'il cherchait comment expliquer à sa femme qu'il n'aurait plus les moyens de mener le train de vie qu'elle affichait sur Instagram, je découvrais quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. La liberté n'a pas de prix. Mais elle a des conséquences. Et certaines personnes doivent les subir pour en comprendre la valeur. La question était désormais simple. James serait-il capable de mûrir suffisamment pour récupérer ce qu'il avait perdu? Ou son arrogance le condamnerait-elle à perdre non seulement son argent, mais aussi la seule personne de sa famille qui croyait encore en lui? Car Clara observait. Et elle avait hérité de plus que de l'argent. Elle avait hérité de ma capacité à reconnaître le caractère des gens. 3 mois plus tard, la vie a retrouvé son rythme. Clara vient dîner chez moi tous les jeudis. Nous cuisinons ensemble, nous parlons des livres qu'elle lit, de ses projets après l'université. Elle porte toujours son médaillon, et quand je lui pose des questions sur James, elle se contente de secouer la tête. Lui et Rebecca ont emménagé dans un appartement plus petit, m'a-t-elle dit un jeudi. Il a trouvé un travail dans la vente d'assurance. Elle n'est pas très heureuse de ce changement de mode de vie. Je n'éprouve aucune satisfaction à l'entendre. Juste une sorte de paix silencieuse. Et toi, grand-père, tu es heureux? Je regarde autour de moi. C'est simple, mais c'est chez moi. Je paie mes factures, j'achète ma nourriture, je dors en paix, sachant que je ne dois rien à personne qui me traite mal. Je suis comblé, ma chérie. James m'a appelé une fois, il y a 6 semaines. Sa voix était différente, plus âgée, plus fatiguée. Papa, j'ai compris. J'ai enfin compris ce que j'ai fait. C'est bien, James. On peut peut-être déjeuner ensemble? Quand tu seras prêt. Peut-être, ai-je répondu. Quand tu auras prouvé que tu as changé, pas seulement avec des mots. Il essaie. Clara me dit qu'il demande de mes nouvelles, qu'il semble sincèrement repentant. Mais le repentir et le changement sont 2 choses différentes. Le voile de famille est rangé dans le coffre en cèdre.
Peut-être que Clara l'utilisera un jour, ou peut-être pas. Cela n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est qu'elle comprend sa valeur, non pas en tant qu'objet, mais en tant que symbole des femmes qui se respectaient suffisamment pour établir des limites. Hier, j'ai reçu une lettre de la banque. Le fonds fiduciaire de Clara a augmenté grâce aux intérêts. Elle aura une base solide quand elle en aura besoin, mais plus important encore, elle a appris que la dignité n'a pas de prix. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans votre propre lutte pour le respect, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui nous ont fait du mal, mais de se reconstruire si fort que leurs opinions deviennent sans importance. James a perdu plus que de l'argent. Il a perdu un père qu'il aimait inconditionnellement et a gagné un père qu'il aime désormais conditionnellement, sur la base du respect mutuel. Quant à moi, j'ai découvert que lorsque l'on cesse de supplier pour être aimé, l'amour revient parfois. Mais cette fois, c'est selon ses propres conditions. Et cela, je l'ai découvert, vaut plus que n'importe quel compte en banque au monde.